Bonjour. Ah. Hello, hello, hello. On s'installe. On est bon. Parfait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre protocolaire Allez Café, petite émission du matin. Il est 6h55 et donc on ne va pas faire d'ASMR mais on va quand même se faire un petit réveil en douceur. J'espère que vous allez bien. Il y a plein de gens qui sont dans le chat présent à qui j'envoie des bisous. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, eh bien j'espère que votre journée démarre à merveille. Des fans contents, d'autres un peu déçus, et donc 3 matchs sur lesquels on va pouvoir revenir tout de suite en direct. On s'installe peinard, certains sont au croissant, au café, je sais qu'il y en a qui sont dans tous les recoins de cette planète, donc bonjour à toutes et à tous ceux qui débarquent, j'en vois plein qui vont aller commencer le boulot, qui vont peut-être nous rejoindre pour terminer leur soirée, allez, choucroute, saucisse et vin blanc, très bien, chacun son délire. Chacun son réveil, bien évidemment, je vous laisse démarrer comme il faut. Le programme il reste le même, on va débriefer un petit peu les 3 rencontres qui ont lieu cette nuit, puisqu'on les a regardées et qu'on va pouvoir apporter des petites infos additionnelles pour que vous ayez tout en tête. Et puis on va terminer évidemment avec une news qui n'est pas forcément tip top, mais ça fait partie aussi du jeu des blessures en NBA. Du coup, on va pas perdre de temps. Pendant que je prends ma première lampée, je vais vous montrer tout simplement les résultats de cette nuit. Magnifique à ceux qui sont en Afrique du Sud ou en Ardèche ou au Québec. Encore toujours mes amis québécois. Putain, ça fait plaisir. Là, une fois, il faut chauffer le chair. Nous avons donc 3 matchs qui ont eu lieu cette nuit. Miami qui a terminé Atlanta. On va démarrer par ce match avec la victoire 97-94 du Heat à domicile. Salut à mes potos de Tunis, j'en vois, ou du 74. On a enchaîné ensuite avec un match complètement dingue. Memphis contre Minnesota, 3-2 pour les Grizzlies. Victoire 111-109 dans un match à scénario n'importe quoi. Vous n'êtes absolument pas prêt pour le débrief de cette rencontre. J'ai dû prendre 1500 notes pour essayer de tout vous raconter parce que c'était complètement fou. Voilà, oh Jaja, on me met dans le chat. Évidemment, on va parler de Ja Morant et d'autres garçons, hein. Notamment, vous le voyez sur l'image, monsieur Brandon Clark qui le serre dans ses bras. Dieu sait s'il a été important à l'intérieur de Memphis. On a terminé la soirée avec le Game 5, là aussi qui était très important, mais où le scénario était un peu moins chaotique. Phoenix qui l'emporte 112-97 face aux Pélicans. On a donc un 3-4 orteils mis par les Suns au round suivant et on va voir ce que ça donne pour nos amis de Minnesota. Je rappelle donc que Minnesota, mené 3-2 dans la série, va jouer le Game 6 à domicile pour essayer de forcer un Game 7 et les Pélicans, menés 3-2, vont essayer de forcer eux aussi un Game 7. Ils joueront devant leur public en fin de semaine. Voilà déjà pour commencer avec ces premiers résultats et on va pas perdre de temps. J'ai envie de dire, démarrons tout de suite par le plus simple, en mettant une petite lampée. Je sais qu'il y en a qui ont même rigolé de ça dans les commentaires YouTube. Oui, je voulais quoi, que je sirote peut-être? Allez, on va siroter, on va dire. On va siroter en commençant par cette victoire de nos amis de Miami contre Atlanta, 97-94. Qualification de Miami au round suivant, c'était attendu et c'est fait, et ça a été fait d'une manière tout à fait sympathique pour ce Game 5 à domicile. On avait vu Miami très bien démarrer la série avec 2 premiers matchs remportés à la maison, puis ils sont allés à Atlanta où ça s'est mal passé sur le Game 3, mais ça s'est très bien passé sur le Game 4. Retour à la baraque, et là avant même de commencer la rencontre, sachez-le, peut-être que certains n'étaient pas au courant, pas de Kyle Lowry ni de Jimmy Butler, c'est-à-dire que les fans de Miami abordaient le Game 5 et se disaient Jimmy va terminer la série comme un patron, d'ailleurs il a montré que c'était un des meilleurs joueurs de ce premier tour de playoff, et bien Jimmy avec des petits pépins au genou, une petite inflammation ici ou là, a dit non on va pas jouer et on va compter sur le Heat. Plutôt un bon calcul puisque Miami est très deep au niveau de son effectif et peut toujours compter sur des garçons qui step up. Et voilà, je vois que certains le mettent tout de suite dans le chat. Monsieur Victor Oladipo a pris sa place et a totalement respecté les responsabilités qui lui étaient données. Je vois qu'il y en a plein qui me rejoignent, je vous fais des bisous évidemment de bonjour. Il y a mon Team Throne qui est là, il y en a d'autres qui nous rejoignent en direct.
Victor Oladipo, 36 minutes dans le 5 majeur, 23 points. Il avait démarré avec les 8 premiers points ou 8 des 10 premiers points de la rencontre pour Miami. Hyper agressif, bien en jambes, 23 points, 3 interceptions et 3 passes. C'était le Victor Oladipo de 2018 à 50% au tir, 50% à 3 points, de la bonne défense et du hustle. C'était exactement pour ce genre de choses que le Heat avait signé Oladipo cet été pour un an. Hein, c'est vraiment un contrat de Hitman. C'était pour ce genre de situation. C'est-à-dire Jimmy Butler n'est pas là, il faut que tu rentres en jeu et que tu sois efficace. On l'avait déjà vu au Game 4, en deuxième mi-temps, à Atlanta, faire quelques belles petites choses. Eh bien, ça s'est confirmé. Et autour de ça, toujours des joueurs qui font le boulot. Content de retrouver aussi le vrai Bam Adebayo, qui n'était pas du tout productif, j'ai envie de dire offensivement sur cette série. 20 points et 11 rebonds, avec 4 passes, une interception et un contre, des pourcentages impeccables. C'était le Bam Adebayo All-Star qu'on aime voir. On a vu aussi Max Strus rentrer encore et encore des tirs à 3 points. Tyler Herro qui a mis sa 16e en sortie de banc. On a eu du gros putback du frère Martin, on a eu aussi PJ Tucker toujours dans ses registres défensifs faire le boulot, et Gabe Vincent, évidemment, en mission défensive sur Trae Young. Donc Miami, très clairement, a géré cette rencontre. Je vous montre juste la timeline un petit peu de ce match, puisque même si ça avait démarré sur un rythme offensif très très léger, ensuite, dans le second quart, ça s'est libéré, 33-20 pour le Heat qui a continué à garder les deux pieds sur l'accélérateur. On est monté jusqu'à 15-16 points d'avance. On s'est dit, putain, le Heat va carrément mettre une fessée à Atlanta sans Lowry et Jimmy Butler. Et puis, dans le dernier quart-temps, on a eu le réveil, la confirmation du réveil de DeAndre Hunter. Je vous montre juste les stats du côté d'Atlanta. 35 points et 11 rebonds pour DeAndre Hunter qui, on ne va pas se mentir, a été le meilleur joueur d'Atlanta sur cette série. On reparlera de Trae Young qui a joué 41 minutes, 11 points, 6 balles perdues, 6 passes décisives, 2 sur 12 au tir, 0 sur 5 à 3 points. La prison vraiment pour Trae Young sur ce premier tour de playoff. Il s'est exprimé en sortie de défaite et d'élimination sur cette défense étouffante du Heat. Il faut dire qu'à côté de lui, eh bien, Clint Capela, de retour de blessure, n'a pas pu avoir l'impact espéré. Kevin Huerter, c'était ok, mais pas assez. Bogdanovic était absent. Gallinari, s'il a mis ses 12 points, il a aussi très mal défendu. Et John Collins, pareil, était de retour de blessure. Donc, une qualification totalement méritée par le Heat. 4-1, je ne sais pas ce que vous aviez mis dans vos pronostics. Je ne sais plus ce qu'on a dit avec Alex dans les previews. Je ne sais pas ce que vous aviez mis par rapport au prono, parce que Atlanta donc, venait du play-in tournament. Ils avaient éliminé les Cavs. 4-1 ici, formidable. 4-1, voilà. Je crois qu'on était là-dedans. Peut-être que j'ai dit, j'irai revoir la vidéo, si certains ont souvenir de ce que j'avais dit. On était peut-être sur 4-0 ou 4-1, je sais plus. Ou 4-2, peut-être j'ai dû mettre en espérant que ça irait pour Atlanta. Mais 4-2 dans votre bracket, formidable. Bon, en tout cas, j'avais dit 4-0, formidable. Et ben, tu vois, ça s'est joué à 4-1 avec un réveil de Monsieur Trae Young. Miami a fait le travail et vraiment c'est à la hauteur de leur spot, c'est-à-dire premier de la conférence Est. Ils n'ont pas du tout tremblé devant le challenge Atlanta. On savait qu'il y avait le retour de John Collins de blessure et que Clint Capela était incertain. Ils en ont bien profité. Il n'y a pas eu de véritable surprise. C'est donc le Heat qui s'impose. C'est peut-être la série qui était la plus logique, j'ai envie de dire, de ce premier tour. On s'est beaucoup échangé, on a beaucoup discuté sur, je dirais, 7 des 8 séries, mais celle-là, la 8e, elle était très franchement one-sided, comme on dit, hein, assez unidirectionnelle. Et donc le Heat peut se reposer et attendre gentiment ce qui va se passer, puisque je rappelle que Miami affrontera en demi-finale le vainqueur de la série entre Toronto et Philadelphie. Toronto et Philadelphie, nous sommes à 3-2 pour les Sixers, avec un Game 6 qui va avoir lieu à Toronto. Et Toronto vient de remporter les 2 derniers matchs. Donc, attention, on va voir si ça peut être quelques jours de grappillage, de repos pour Jimmy Butler, pour Kyle Lowry, qui s'est donc fait mal à la cuisse. Ça peut être bon plan, et je crois que c'est notamment pour ça que du côté de Miami, on voulait terminer la série ce soir, ce qui a été donc géré par Monsieur Victor Oladipo et Bam Adebayo. Je vous montre quelques petits tweets qui ont été envoyés dans la nuit, juste pour s'éclater, parce que ça va habiller également cette émission, hein, pendant qu'il y en a qui nous rejoignent et à qui je dis bien évidemment bonjour. Ah, j'avais pas dit 4-0, c'est un troll de Team Throne. C'est 4-2 et Alex a dit 4-2 et moi 4-1. Bon bah comme quoi,
Comme quoi on était bon. On a été bon sur... J'irai vérifier la vidéo parce que je sais plus ce qu'on avait dit. Mais si c'est 4-1 Miami, bon bah c'est jackpot et ça veut dire que je connais particulièrement bien mes piou-piou. Maintenant, montrons les petits screens. Vous les voyez ici, ils étaient en street clothes. Jimmy Butler et Kyle Lowry, alors qu'on a des copains qui sont en Chine à qui je dis bonjour. On a des gens de partout, de la commune Trash Talk, dans les 4 coins de l'univers, c'est formidable. On a Kyle Lowry, on a Jimmy Butler, vous reconnaîtrez même peut-être ici Monsieur Caron Butler et ici Albert Einstein. Belle ambiance du côté de Miami. On a Monsieur Trae Young dont les statistiques étaient particulièrement chum, on va y revenir. Hein. Game 1, 1 sur 12 au tir, 6 ballons perdus. Game 2, 10 sur 20 au tir et 10 ballons perdus. Game 3, certes le lay-up de la victoire, donc ça allait un peu mieux, mais 6 sur 14. Et on a terminé à 3 sur 11 au tir au Game 4 à domicile avec 5 ballons perdus. Et ce soir, eh bien Trae Young, comme je vous l'ai montré, il a fini avec 6 passes décisives et 6 ballons perdus. Donc vraiment une série terrifiante pour le All-Star d'Atlanta qui n'a pas pu tout simplement vivre. Je vais y revenir. Ça, c'est l'image d'un sacré Gabe Vincent qui a été applaudi par Trae Young après la série parce qu'il a fait un travail défensif fabuleux. C'est avant tout une équipe défensive, hein, donc c'est collectif le travail de Miami, mais Gabe Vincent était envoyé grâce à son petit gabarit et sa vitesse latérale, il était envoyé en mission principale sur Trae Young et il a vraiment fait le boulot lorsqu'il fallait aider et permettre à des Butler, à des Lowry de venir en aide et d'exceller dans leur registre défensif qui est plutôt d'aller faire les rotations, provoquer les passages en force et venir contrer, ce qui a été plutôt bien géré. Victor Oladipo sur ce Game 5, vous le voyez, là c'était la shot chart, il avait 19 points à ce moment du match, c'était impeccable et donc il a fini à 23 points si je dis pas de bêtises. Ça c'est le petit résumé que j'ai mis, donc victoire 4-1 avec une domination totale de Jimmy Butler et ses potes pendant que Trae Young a été verrouillé et les Hawks mis au silence. Et donc Miami affrontera le vainqueur de la série Sixers-Raptors. Je montre juste cette stat qui est terrifiante et que j'ai balancée dans la nuit. Trae Young contre Miami, 5 matchs, 30 passes, 30 ballons perdus. Ah, je sais, ça fait très mal au cul. Désolé pour l'expression, mais 30 passes décisives pour 30 ballons perdus, c'est beaucoup trop terrifiant. Ça veut dire donc 6 passes de moyenne et 6 ballons perdus par match. Trop difficile. Trop difficile. Trop difficile pour Trae Young qui n'a pas pu résister. Il s'est exprimé après cette défaite sur plusieurs sujets, notamment le fait que selon lui, il n'avait jamais été aussi bien défendu depuis le lycée. Donc après, il est passé par la NCAA et il a froissé 2-3 équipes en playoff l'année dernière. On s'en souvient notamment face aux Sixers, face aux Knicks, le Game 1 contre Milwaukee. Il y a des leçons à apprendre pour Trae Young, notamment le fait que là, quand il y a ce genre de défense, eh bien, il faut s'ajuster et tu peux pas juste t'enfoncer dans tes gris-gris. Donc vraiment une série compliquée sur laquelle il a appris des grosses leçons. Je pense aussi qu'il y a du gros travail qui va venir du côté d'Atlanta. Il y en a plein qui m'ont posé des questions dans la nuit sur le fait de savoir si nos amis les Hawks allaient avoir des grosses modifications. Et bien, comme vous le savez, on s'attend aussi à de l'aide level All-Star à Atlanta. Certes, il y a des progrès avec DeAndre Hunter, avec Kevin Huerter, John Collins et compagnie, mais lorsqu'on voit la qualité de ces playoffs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À côté de Jayson Tatum, il y a un Jaylen Brown. À côté d'un Luka Doncic, on voit l'émergence de Jalen Brunson. À côté d'un Giannis, il y a un Jrue Holiday, etc., etc. À côté de Stephen Curry, Jordan Poole et Klay Thompson. Et donc, il va falloir aussi que Atlanta propose du joueur de talent All-Star autour de Trae Young parce que c'est beaucoup trop court. Je vois que certains me disent qu'il y a Bradley Beal qui arrive. Bah on va voir parce que Bradley Beal, je rappelle qu'il va signer un très gros contrat cet été. Donc à voir si ce sera transféré chez les Hawks. Mais ce qui est sûr, c'est que Atlanta va rejoindre donc Kevin Durant et Kyrie Irving à Cancun pendant que Miami va affronter le vainqueur donc de Toronto-Philadelphie. Pour vous, je posais la question hier, vous êtes sur quoi? Vous êtes sur Miami-Toronto ou Miami-Philadelphie? Ce qui me permet de boire un petit coup. On est sur quoi comme demi-finale? Est-ce que Toronto réalise le comeback du siècle, mené 3-0 et il gagne 4-3, ou est-ce que quand même on est sur Miami-Philadelphie? Parce que si c'est Miami-Philadelphie, Jimmy Butler, quand même, il y a quelques retrouvailles qui sont sympathiques. Si c'est Miami-Toronto, Kyle Lowry, évidemment. Il y en a plein qui mettent Raptors. Hein. Ah mais quand même, excusez-moi, je bois et je vais poser ma tasse. Philly ne va pas... J'ai pas envie que ce soit une séquence. Philly ne va quand même pas mener 3-0 dans cette série et perdre. Arrêtez. Ça suffit les conneries. C'est pas possible. On verra.
On surveillera tout ça dans tous les cas. Ça, c'était le Game 1 de cette nuit, donc avec, comme je dis, la qualification du Heat en demi-finale. C'est parfaitement géré. On va devoir basculer évidemment sur le gros match de cette nuit. C'était cette victoire complètement dingue. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui ont regardé ce match. Victoire de Memphis à domicile 111-109. Incroyable. Incroyable scénario, il y en a qui confirment là qu'ils l'ont vu en direct. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant et qui sont peut-être en replay, eh bien c'était une dinguerie totale. Depuis le début de cette série, on avait eu le droit à des matchs un petit peu what the fuck. C'est-à-dire qu'on avait eu Minnesota qui mène de 26 points dans le Game 3, qui se fait rattraper. Et puis on avait eu des séquences complètement folles de la part de Ja Morant où on ne le reconnaît absolument pas, qui est porté par Desmond Bane et Brandon Clark. On se disait putain, Ja Morant, on veut moins que ça papote, on veut que ça joue beaucoup plus. On avait Minnesota qui avait eu droit à un gros Anthony Edwards, parfois un gros Jordan McLaughlin, D'Angelo Russell. Et bien là, c'était complètement dingue. Pourquoi? Eh bien parce que on a eu, comme vous le voyez, ce comeback dans le 4e quart-temps, 37-24 pour les Grizzlies. Ils sont revenus de loin, de très 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 loin, nos amis de Memphis. Et donc on va commencer par eux au niveau statistique. Je vous montre la feuille juste ici. Ils sont pourtant que à 7 sur 28 à 3 points. Donc ils ont failli se tirer une balle dans le pied. Mais par quoi on doit commencer? Eh bien on doit commencer par Monsieur Brandon Clark. Je parlerai après de Ja Morant. Parlons de Monsieur Brandon Clark. 21 points, 15 rebonds. Je crois qu'il y a même 7 rebonds offensifs dans le dernier quart-temps. Il a été tellement clutch. Il a renvoyé des balles de volleyball à la Tyson Chandler pour créer des deuxièmes occasions. C'est lui notamment qui permet à Ja Morant de rentrer un gros 3 points dans le Money Time. De même jusqu'à égaliser. Brandon Clark, il a fait vraiment des énormes performances. 9 sur 14 au tir. C'était déjà un des meilleurs joueurs de cette série, il l'a confirmé, le Canadien, donc ça c'était magnifique de sa part. Desmond Bane, encore un gros game, 25 points, 3 sur 8 à 3 points, 9 sur 20 au tir. On a eu à côté de ça toujours des soucis de faute de Jaren Jackson Jr., 12 points, 6 fautes, un classique. Dillon Brooks qui a failli être brûlé en place publique, 3 sur 18 au tir, 1 sur 10 à 3 points. Eh bien on oublie évidemment tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a Monsieur Ja Morant. Je vais devoir commencer par le principal, quand même, parce que je sais qu'on peut discuter de plein de choses. Mais en fait, on ne peut pas commencer ce récap sans parler de ceci. Si vous regardez cette émission et que vous n'êtes toujours pas allé sur les réseaux sociaux, sachez que Ja Morant a lâché un des plus gros posters de l'année. Ja Morant a lâché un des plus gros posters de la dernière décennie de playoff. Monsieur Malik Beasley a pris extrêmement cher. Je préfère être clair, ça a été vraiment très très violent pour Monsieur Malik Beasley qui a fait une belle rotation. Je ne peux pas vous montrer là les images parce que j'ai pas... C'est sympa mais j'ai pas non plus les droits. Peut-être plus tard un jour, mais ce sera pas pour demain matin. Mais allez vous renseigner, j'ai envie de dire, parce que vraiment c'était un poster monumental de la part de Ja Morant. Et pourquoi on vous le montre? Parce que c'est un moment c'est un virage en fait dans cette partie. Ja Morant réalise encore un mauvais match, c'est-à-dire qu'on le voit, il loupe des choses faciles, il fait des passes pas tip top, en défense on peut redire certaines choses, et donc on se dit putain Ja Morant ça suffit quoi. Il place ce dunk, qui est donc un énorme pétard qui fait exploser la salle, et on le voit commencer à flexer. Et après, ça va le libérer. Parce que même si dans le 4e quart-temps, il y a encore des actions où on se dit « Purée, Ja, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, on va quand même le voir réaliser une fin de match complètement dingue. Il termine à 30 points, 13 rebonds et 9 passes. Il termine avec les 13 derniers points de son équipe. Il termine avec le lay-up de la gagne, Ja Morant. Il a, qu'est-ce que je montre là? Je montre Patrick Beverley. Je suis obligé de vous montrer les images parce que Patrick Beverley, il regarde le finish sur le banc parce que Patrick Beverley, à 4 minutes de la fin, il le dit à Ja Morant, t'es trop petit sur un petit move, et Ja Morant après, eh ben, il va complètement exploser, il va mettre le lay-up de la gagne. Pareil, je peux pas vous montrer les images, mais call me, call number 12, parce que c'est moi le patron. On attendait ce Ja Morant depuis le début de la série. On voulait le voir dominant avec des actions qui font le tour du monde, et on le voit confirmer son incroyable saison où il vient d'être nommé notamment Most Improved Player. On le voit là, Brandon Clark qui le serre bien fort dans ses bras. On l'a vu évidemment trash-talker après Monsieur Karl Anthony Towns qui, pourtant vous le voyez, 92-79 à 9 minutes de la fin, après un nouveau gros shoot, le doigt sur la bouche. Et il y a de la confiance à Minnesota, on se dit putain ils vont y arriver. Ils se pointent en Game 5
au FedEx Forum, où tout le monde tourne les serviettes, ça gueule, ça pue, enfin je veux dire, c'est vraiment une ambiance compliquée. Et on se dit, bon bah ils ont confiance. On voit même Anthony Edwards rentrer des gros shoots, on a même vu D'Angelo Russell faire des choses. Mais au finish, trop compliqué. Trop compliqué pour les Wolves. Je vais rentrer dans les détails évidemment de ce match parce que je vous montrer la feuille statistique à l'instant. Je vais revenir sur Memphis, parlons de Minnesota. Minnesota sur 44 minutes du match, ils sont impeccables. Et quand je dis impeccable, c'est qu'Anthony Towns met ses points, met ses shoots, il climatise, Anthony Edwards rentre quelques grosses isolations, Vanderbilt se bat au rebond, on a McDaniels qui continue à faire quelques grosses actions défensives avec des chase down blocks, etc. Taurean Prince qui essaie de mettre sa dizaine de points à base de hustle, Pat Beverley qui fait le boulot, D'Angelo Russell qui distribue, et vraiment Minnesota se retrouve avec une main émise sur le volant et proche de la victoire. Quand tu mènes de plus de 10 points dans le quatrième quart-temps, il n'y a plus qu'à exécuter. Et tu te dis, les mecs sont sereins. Surtout qu'en face, Memphis fait n'importe quoi. Combien de fois est-ce qu'on a vu Minnesota craquer? Plusieurs fois cette saison, et on l'a vu déjà sur le Game 3, il menait de 26 points et plus de 20 points en deuxième mi-temps. Et là, ça a encore été le cas ce soir. C'est-à-dire que c'est un match où Minnesota craque, et on a vu des exécutions de fin de match terribles. Un shoot de D'Angelo Russell que j'ai même pas envie de vous remontrer parce que la sélection était mauvaise. Des ballons perdus de Karl-Anthony Towns. Il y en a 7 pour Karl-Anthony Towns sur ce match. Il y a 5 ballons perdus pour Bud Beverley. Il y en a 4 pour D'Angelo Russell. C'est beaucoup trop. 23 ballons perdus pour les Wolves. On ne peut pas gagner dans un contexte pareil. On ne peut pas tendre autant le bâton à Memphis, qui derrière donc a pu compter sur un stratosphérique Ja Morant. On le voulait ce match, on savait qu'il y avait eu beaucoup de trash talking de la part du All-Star de Memphis. On voulait ce match référence. On voulait qu'il ait au moins une fois la couverture. Et quand je dis on voulait que, c'est pas pour soutien de Ja Morant, c'est simplement pour backer tout ce qu'il a dit. Parce que Ja Morant, depuis le début des playoffs, il y a énormément de critiques. Et logique, des critiques qui sont totalement fondées. Parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de blabla, il est comme ça. Mais que derrière, on disait bon, qui sont les deux meilleurs joueurs de Memphis sur cette série? Desmond Bane et Brandon Clark. Je schématise, mais il y avait beaucoup de ça. Et là, on a vraiment eu la performance à laquelle on s'attendait. Donc, évidemment, beaucoup de soulagement du côté de Memphis avec cette victoire, parce que ça leur permet d'aller à Minnesota en menant 3-2 dans la série. Ils vont essayer de terminer la série là-bas, mais je vous cache pas que la planète entière aimerait un Game 7 parce que c'est n'importe quoi cette série, ça va dans tous les sens. D'ailleurs, n'importe quel fan de basket ou entraîneur de basket qui a regardé la rencontre de cette nuit était en PLS parce que c'était des enchaînements d'actions un peu stupides, de la fatigue, de l'inexpérience. C'est voilà, on s'attendait à ce que ça soit un petit peu dingue, mais pas à ce point-là quand même. Donc, je sais pas quelles sont vos réactions parce que là j'ai beaucoup parlé, je regarde un petit peu le chat. Comment est-ce que tu expliques le fait que D'Angelo soit transparent? La def de Memphis, son niveau, c'est vrai que D'Angelo fait pas sa série, on va pas se mentir, mais je crois qu'il a eu quelques coups de chaud, et notamment après dans la gestion, il a géré 2-3 choses, mais c'est pas appuyé sur l'intégralité d'une rencontre. Je pense que certes, Memphis fait du bon travail, mais je crois que aussi D'Angelo se complique un peu la vie. Et il y avait eu notamment des séquences là-dessus, où je crois un membre du staff, je crois que c'était Pablo Prigioni, à côté de Chris Finch, était venu vers lui et lui disait genre catch and shoot frère, tu as un pur shoot, donc tu prends la balle et tu shoots. Et on voyait D'Angelo Russell un peu moins se poser de questions et prendre la balle, catch and shoot. Il se met parfois dans des situations un peu compliquées, je trouve, et donc ça peut malheureusement entraîner Minnesota à avoir une arme en moins, donc ça a été compliqué. Je regarde les autres messages un petit peu. Je m'attendais à beaucoup mieux de Memphis. C'est quand même décevant leur série. C'est sûr qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Ils n'ont pas rassuré en tant que clair numéro 2 de la conférence Ouest. Là, je suis d'accord avec toi là-dessus complètement. Si vous êtes donc Golden State, si je dis pas de bêtises, et que vous regardez ça, et vous vous dites on affronte une de ces deux équipes au round suivant, attention. Après, chaque match-up est différente, mais attention, parce que ça peut aller très très vite quand on a une équipe aussi disciplinée, quelque part, et expérimentée que Golden State, face à l'exubérance, l'inexpérience et autant de maladresse de la part des Wolves des Grizzlies. Merci mon cher Anthony pour le sub. Donc je vois qu'il y en a qui disent, voilà, Memphis risque de se faire pulvériser par les Dubs, on verra déjà, il faut qu'ils finissent ça. Le vainqueur de cette série sera Caput pour la prochaine. Ça veut dire qu'on se projette déjà tous, pas mal.
Est-ce que c'est dû au manque d'expérience? Oui, il y a de ça forcément. C'est brouillon, le mot pour qualifier ces deux équipes. Tout à fait. Voilà une magnifique conclusion. Donc je vous remontre une dernière fois ce petit score. Donc 111 à 109. Match absolument immanquable, si je ne dis pas de bêtises, ce jeudi soir entre les Grizzlies et les Wolves. Ce sera dans le Minnesota, dans un Target Center qui promet d'être dingue. Anthony Edwards, le premier qui a fait notamment l'erreur défensive qui permet à Ja Morant de marquer le panier de la gagne, l'a dit. C'est une erreur, mais au moins on va être prêt, on ne peut pas revenir en arrière et on va être prêt pour la pression de ce jeudi soir. Donc comme d'habitude à Anthony Edwards, plus la scène elle est rayonnante, plus il porte ses couillasses. Voilà un petit peu, donc j'avais montré quoi comme image? Bah voilà, si vous voulez, hein, il y avait Usher et le daron de Ja Morant qui étaient dans la même salle, parce que c'était un peu le running gag de ce début des playoffs, donc ils se sont marrés tous les deux, regardez, voilà, c'est... Hop, le jeu des sosies comme on dit, ou le Spider-Man même. Je vous avais montré ce poster donc formidable de Ja Morant, n'hésitez pas à aller checker les highlights, on a mis ça sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur absolument tout. Pat Beverley qui a dû regarder donc la fin de match sur le banc. La petite victoire de Ja Morant avec le trash talking, les petits joueurs à côté qui font les célébrations. Un petit peu de blabla parce qu'on le sait qu'Anthony Towns, pour le moment la série c'est pas trop à son avantage. Et on termine avec quoi? Voilà, bah, sur ce potentiel regret des Wolves qui menaient de 26 points au Game 2 et qui avaient vraiment la victoire proche de leurs mains au Game 5. On verra comment ça va se terminer pour eux, hein, évidemment cette série, mais attention à ne pas avoir trop de regrets. Quand on se retrouve cet été et qu'on se dit ah, Minnesota pourrait mener 3-1 dans cette série, même enfin 3-2, il pourrait l'avoir limite terminé. J'irai quand même pas jusque là, mais ils auraient pu déjà rentrer à Memphis en menant 3-1 et donc peut-être retourner à la maison en menant 3-2. C'était tout à fait faisable. Donc voilà, il y en a qui viennent de voir le dunk de Ja Morant. Ouais, c'est vrai que ça peut faire un peu mal. Dans tous les cas, on va devoir enchaîner avec le troisième match, alors que je dis coucou à se lever pour le sport avec un petit aller café, énorme plaisir. Bah formidable, bon sport à ceux qui se réveillent et aux 1200 personnes qui sont là à 7h20 du matin pour parler de basket. C'est formidable. On enchaîne. Alors. Le troisième match de cette soirée, alors que je dis coucou aux copains dromadaires de la TTFL, le troisième match de cette soirée, c'était... bah tiens, c'est pas ça mon score. Voilà, là tout de suite c'est beaucoup mieux. Le troisième match de cette soirée, c'est une victoire 112 à 97 de nos amis les Suns. Game 5 remporté par Mikal Bridges et compagnie. Je dis bien Mikal Bridges et compagnie parce que c'est le premier garçon dont on doit parler ce soir. Il a été exceptionnel. 47 minutes de jeu pour Mikal Bridges. Peut-être son meilleur match de playoff en carrière. Peut-être même son meilleur match en carrière tout court. 31 points, 5 rebonds, une interception, 4 contres, 12 sur 17 au tir, 4 sur 4 à 3 points, 3 sur 3 au lancer. Monsieur Ingram, chut, merci, au revoir. Monsieur McCollum, chut, merci, on se calme. Il a été énorme. C'était la version la plus belle en fait de Mikal Bridges. C'est celle où il est beaucoup trop fort. C'est-à-dire qu'il cut agressivement en attaque, il prend ses shoots, il les rentre, il est hyper agressif et de l'autre côté en défense, il y a tout qui fonctionne. Donc vraiment, c'était un match absolument référence. Quand il joue comme ça, c'est une merveille de basketteur à devoir regarder. Il y en a qui sont sur la route du lycée, et ben je vous souhaite bien du courage. Attention à bien se couvrir parce qu'il fait frisquet. Et donc voilà, à côté de ça, évidemment, il n'a pas été seul. On a eu aussi le bon match encore de DeAndre Ayton, 19,9 rebonds pour tenir tête à Jonas Valanciunas et à la raquette de New Orleans. On a eu Chris Paul à la baguette, 22 points, 6 rebonds, 11 passes, 3 interceptions. C'était clean, même s'il a encore eu du Alvarado sur le paletot. C'était du très solide de la part de Chris Paul malgré sa blessure à la main. On a eu le gros coup de chaud de Cameron Payne avec 12 points en sortie de banc en première période. Ça a bien aidé les Suns pour faire la différence. C'était le Cameron Payne qu'on aime, hein. Agressif, qui est capable de débloquer des situations. Il a aussi fait ses 6 fautes, donc c'était pas génialissime. Mais très clairement, c'est un match Mikal Bridges. De toute façon, on va en reparler là dans les petits tweets. Il a été à la hauteur en fait du challenge, c'est-à-dire Game 5 de All-Star. À côté de ça, toujours du bon boulot de Cameron Johnson avec du gros dunk, 8 points et 9 rebonds lorsqu'il fallait sanctionner. Et
En face, eh bien à New Orleans, on peut avoir des regrets, notamment de la part de Brandon Ingram qui est à 7 sur 19 au tir, de la part de CJ McCollum qui est à 7 sur 22 au tir. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas fait de bac scientifique, nous sommes à 14 sur 41 au tir. C'est pas possible. 14 sur 41 au tir, tu ne peux pas. Vous le voyez d'ailleurs, ils sont à 5 sur 25, à 3 points les Pélicans. C'est dur pour New Orleans parce qu'ils sont pas très loin. Là sur le score final, ceux qui se réveillent, vous voyez plus 15, vous vous dites bon, eh ben, ils se sont fait torcher la gueule. Mais non, sur le match, New Orleans tient, n'a jamais été trop largué. Ils reviennent tout le temps entre 10, 8 et 6 points à chaque fois des Suns. Mais dès qu'il faut enchaîner un stop défensif avec une grosse attaque, eh bien c'est là que ça a vraiment pêché pour les Pélicans. Et donc malgré quelques belles performances, malgré les apports de Alvarado, malgré les quelques minutes intéressantes, soit de Marshall, soit de Jackson Hayes, etc., eh bien c'était trop compliqué. Même le début de rencontre de Valanciunas n'était pas tip-top. Il termine à 17 points et 14 rebonds, mais sur la rencontre, c'est clairement DeAndre Ayton qui a fait le boulot. Et lorsque vous avez Ingram et McCollum qui attaquent comme ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, il y a de quoi être tout de même ambitieux pour les Pélicans, puisque le match 6 aura lieu à domicile, et que tu as tenu quand même pas mal face aux Suns, en ayant tes deux scoreurs principaux qui n'ont pas été efficaces. Donc, je pense que l'ambiance va être complètement dingue au Smoothie King Center pour le Game 6. Je pense que ça aussi, ce sera un match absolument immanquable. Et on verra s'ils vont pousser les Suns à un Game 7. Tout peut se passer dans un Game 7. Absolument tout. Donc l'objectif, je pense, évident pour déjà, on le sait, les Wolves, mais aussi là pour les Pélicans, ce sera de forcer un Game 7 qu'on va regarder. Peut-être qu'on commentera, ça dépend s'il y a du Game 7 ce week-end, ça je vous en reparlerai. Mais dans tous les cas, ça fait 3-2 pour nos amis de Phoenix qui vont essayer de terminer le travail en déplacement. Je vous pose, comme d'habitude, la question pour les copains et copines qui sont dans le chat. Est-ce que Phoenix termine le travail en 6 ou est-ce qu'on se retrouve pour un Game 7 ? On me met les Suns en 6. Suns en 6, on a du Game 7. Quand même, il y en a qui veulent du Game 7. Moi, j'aime bien les gens qui veulent du Game 7. Parce que même si vous avez tort, j'aime votre esprit chaotique. Moi, vous le savez, hein, pour ceux qui suivent Trash Talk depuis longtemps, moi, à chaque fois, j'aime bien annoncer des Game 7 parce que c'est ce qu'on veut. On veut des gros matchs 7 où la pression, elle est monstre, où il y a des légendes du jeu qui naissent. Doug McDermott, Cameron Payne, etc. Donc on va voir, dans tous les cas, vous êtes plus nombreux quand même à croire que Phoenix va terminer le travail. Ce serait très fort de la part des Suns de terminer le boulot à New Orleans. Ils ont l'expérience et ils doivent terminer le travail là-bas parce que tu n'as pas envie de prendre le risque de te retrouver à la maison et d'avoir des regrets. Voilà en tous les cas pour cette petite victoire. Comme d'habitude, je vous montre quelques petits tweets qui ont été envoyés. Impeccable costard pour Monsieur Armani Devin Booker. Vous le voyez, hein, il y avait déjà 39 à 27 et ça a été un peu comme ça tout au long de la soirée. Toujours plus 10, plus 15, plus 12. Voilà. On a eu un monsieur Derrick Rose qui était aussi présent au premier rang de cette salle. Hein, vous voyez, hein, c'est pas Whoopi Goldberg, pardon, excusez-moi, c'est bien Derrick Rose qui était là pour soutenir quelques anciens copains, donc c'était plutôt chouette de le voir parce qu'on l'a pas vu depuis quelques temps sur un parquet. On a aussi ce magnifique mème que vous pouvez aller emprunter que j'ai tout simplement envoyé en pleine nuit, donc ça c'est juste José Alvarado qui va aller chercher n'importe quel ballon lorsqu'un meneur remonte la balle. Oui, monsieur Chris Paul s'est bien pris une violation de 8 secondes. Vous savez, c'est la spéciale d'Alvarado, vraiment c'est un phénomène du côté de New Orleans sur cette fin de saison régulière et ses débuts de playoff. Il a été vraiment encore très beau à voir défensivement et il continue à mettre la pression et à aller au rebond offensif pour essayer de gratouiller, mettre ses mains là où ça plaît pas. Donc on sait qu'il sera déterminé lui aussi pour le Game 6 à New Orleans. Ça c'est juste la spéciale, je montre pas trop d'images mais quand même je la montre parce qu'il y a moyen que la NBA aille peut-être mettre une petite amende à Chris Paul parce qu'on a eu la spéciale. Certains disent c'est volontaire, c'est pas volontaire. Pourquoi je vous montre ça aussi? C'est parce que ça vient d'un tweet de monsieur Draymond Green que j'ai cité parce que l'autre en plein milieu de la soirée il dit j'ai déjà été expulsé d'un match pour moins que ça quand même. Hein, 100 mètres de caption, 100 mètres de vidéo, 100 mètres de quoi que ce soit. Voilà. Je pense que c'était pas pour les lancer francs de Javel McGee comme on dit. On surveillera, mais on sait que Chris Paul il a un petit historique, donc attention.
Et comme je le rappelais, en point d'exclamation de cette victoire, ces images de Monsieur Mikal Bridges qui célèbre son N1. Il a mis même un poster à deux mains, ou au moins un dunk à deux mains sur Brandon Ingram. 31 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 4 contre, 12 sur 17 au tir, 100% à 3 points, tout dans les bons coups. C'était vraiment le Mikal Bridges game. Donc voilà pour les matchs un petit peu de cette nuit. Je vous remontre encore une fois les petits scores. Donc qualification de Miami 97-94 sur le Game 5. Ils attendront le vainqueur de la série entre Toronto et Philadelphie. Memphis qui met un pied en avant en demi-finale en l'emportant donc ce Game 5. Il mène 3-2 dans la série avec un énorme Ja Morant. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le récap sur le site de Trash Talk. Et enfin, Phoenix qui a fait le boulot pour, là aussi, mettre un pied en demi-finale, 112-97 à domicile, Game 6 à New Orleans, qui sera surveillé de très très près. Le bracket des playoffs, mise à jour, pop pop pop, il est juste ici, on enlève les onglets de merde, qu'est-ce que c'est que ça là? Ça suffit, voilà. Comme je vous le disais à l'instant, Phoenix qui mène donc 3-2, ça c'est le bracket. On va voir si Dallas termine le travail à Utah. Game 6 à venir en terre mormone. Golden State aussi qui va jouer. Et donc on attendra de voir si le Chase Center sera le lieu de fin de saison des Nuggets. Memphis, Minnesota, je le disais à l'instant, match 6, immanquable. Miami, ça passe. Boston, ça passe. Et donc deux équipes attendent leur adversaire de demi-finale. On va voir si Milwaukee terminera le boulot pour affronter les Celtics et si les Sixers seront capables de ne pas rentrer dans la pire histoire possible, celle de la première équipe dans l'histoire de la NBA à perdre une série en menant 3-0. Voilà un petit peu pour ce tour des matchs de la nuit. Je suis obligé de terminer malheureusement avec une nouvelle qui ne fait pas particulièrement plaisir à nos amis. Salut à celles et ceux qui débarquent. Je vois qu'il y en a qui ouvrent leurs yeux et prennent leur café. Malheureusement, vous l'avez peut-être vu, c'est tombé dans la soirée de ce mardi. On a une mauvaise nouvelle pour les Bulls puisque Zach LaVine est rentré dans le Health and Safety Protocol. Faites attention encore, il n'est pas disparu, hein. Notre pire ennemi Covid. Malheureusement, Zach LaVine devrait louper le match décisif qui est donc le match de Chicago à Milwaukee. Les Bucks qui, je rappelle, mènent 3-1, donc très compliqué quand même pour notre ami Zach LaVine qui, on l'espère, n'aura pas de symptômes ni de quoi que ce soit et pourra vite revenir sur les parquets. Malheureusement, j'ai peur que quand il revienne sur le parquet, on lui dise au fait frérot, t'es en vacances. Voilà, hein, les Bucks, ils ont terminé ça à domicile pour qu'ensuite Milwaukee affronte Boston. Voilà un petit peu pour le tour. Je vais prendre juste une ou deux questions, remarques dans le chat. Pendant que vous posez les questions, je rappelle juste le programme de ce soir, puisque j'aime bien terminer avec ça. Ce mercredi soir, on aura notamment les Bucks qui vont donc affronter les Bulls. Ce sera à 1h30 du matin. Et on aura Golden State qui va essayer de terminer le travail contre Denver. Ensuite, le jeudi soir, là ça va être complètement zinzin. On verra Toronto contre Philadelphie, New Orleans contre Phoenix et Utah contre Dallas. À voir ce que ça donne pour nos amis de Memphis, Minnesota, puisque ce sera peut-être jeudi ou vendredi. Il faudra que je vérifie l'horaire, mais normalement c'est peut-être dans la nuit de... En tout cas, pardon, ce sera soit ce sera plutôt ce jeudi soir, mais il faudra juste vérifier l'horaire. Là, excusez-moi. Je prends une ou deux questions en speed que je vois. Tac, tac, tic, tac, 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 et après je vais vous laisser. Salut Bastien, c'est quoi le drama entre Kevin Durant et Charles Barkley? Charles Barkley, pour ceux qui ne l'ont pas vu, a quand même sorti l'expression. C'est un peu compliqué pour Kevin Durant depuis qu'il ride the bus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'expression ride the bus, ça ne veut pas dire qu'il fait du surf sur un autobus. Ça veut dire que dans l'histoire de la NBA, il y a tout type de champions. Il y a des champions qui sont les conducteurs de bus, ce sont donc les franchise players, et il y a ceux qui rejoignent l'autobus, ce sont donc les lieutenants. Et certains aiment bien continuer à dire que Kevin Durant a rejoint les Warriors et qu'il a été un spectateur dans le bus de Stephen Curry. On va quand même pas déconner, c'était un peu gonflé, et donc KD s'est embrouillé avec Charles Barkley et nous a dit derrière, faut quand même pas halluciner non plus. Charles Barkley a quand même rejoint les Rockets en fin de carrière pour essayer de jouer avec Scottie Pippen et Hakeem Olajuwon, donc doucement sur le foutage de gueule. Est-ce que tu préfères donner le max à DeAndre Ayton ou à Bradley Beal? Aucun des deux, mais en tout cas, je pense qu'il faut pas trop manquer de respect à Bradley Beal, et s'il peut faire une saison complète, ce sera chouette dans un endroit où il est fort. Après, je souhaite en tout cas que DeAndre Ayton ait le max parce qu'il s'est un peu fait malmener par le management de Phoenix et il fait quand même un taf fondamental pour les Suns. Est-ce que Toronto à 3-3, tu y crois?
je crois au 3-3, je ne crois pas au 4-3. Moi, je pense que Toronto peut nous faire une fin de semaine complètement dingue, où ils égalisent à 3 partout, mais je pense que s'il y a un Game 7, c'est pour Philadelphie. Faut pas déconner, je pense. Est-ce que Ben Simmons va rejouer au basket? Oui, il va rejouer. On va voir ce que donnent ses soucis de dos et on va voir si la saison prochaine, il peut faire le travail. Mais voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai un bébé crocodile autour du cou? Eh bien, pas du tout. On appelle ça juste une écharpe tube. Et juste, il fait un peu frisquet ce matin. Donc voilà. Tout simplement, sur ce genre de grande réflexion psychologique, je vais pouvoir évidemment vous laisser, parce que je vois qu'il y a plein d'autres questions, mais nous, on se retrouvera évidemment pour d'autres petits allées café. Je serai probablement là demain matin, après donc les 2 matchs de cette nuit, Milwaukee-Chicago à 1h30 du matin et Warriors-Nuggets à 4h, donc on se retrouvera probablement vers 7h du matin pour un petit allées café. Et moi, comme d'habitude, eh bien, je vais vous laisser. Je vais vous laisser avec toutes les actus que vous pouvez retrouver sur le site de Trash Talk. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, tout ce que vous voulez. Le site sur lequel il y a déjà tous les articles récap qui ont été faits à l'équipe de rédaction, à qui je fais évidemment un gros shout-out. Merci Alex, merci Joe, merci Nico, merci Gus, merci tout le monde, évidemment. Moi, je vais juste me reposer un tout petit peu et après... Et ben on se retrouve parce qu'il y a encore plein de choses à devoir débriefer sur ce premier tour de playoff. Je vous fais des bisous. Très très bon mercredi à toutes et à tous. Ce soir c'est Panza et faites attention à vous et en espérant que évidemment ça se passe bien pour votre prochaine nuit de playoff. Et bonnes vacances aux Hawks aussi. Super, lol. Bonne journée à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao.